Je m'en souviens. Avec Gilles Proulx. Chers amis, aujourd'hui, je voudrais aborder un autre thème relié à notre histoire, et notamment celle de la Nouvelle-France. Est-ce que l'esclavage a existé en Nouvelle-France comme c'était le cas dans les Caraïbes, les îles françaises ou britanniques? Eh bien oui, il a existé, mais c'était pas un esclavage brutal comme on serait porté à le croire. Mais il y a quand même l'histoire d'Angélique qui est très douloureuse. Nous nous intéressons donc à ce chapitre plutôt honteux de notre histoire. Je vous transporte au 21 juin 1734 dans le Vieux-Montréal. Il est 15 heures, 3 heures de l'après-midi. Il y a foule au coin des rues Saint-Paul et de Vaudreuil, qui s'appelait alors la rue Saint-Denis. On se bouscule à l'arrivée d'une jeune femme recouverte d'une chemise claire, contrastant avec la couleur foncée de sa peau. On la descend d'une charrette, qui servait quand même, cette charrette, à ramasser les vidanges, imaginez-vous. Le suspense atteint son paroxysme quand le bourreau lui passe la corde au cou. Des aides la soutiennent parce qu'elle est faible, pauvre femme, parce qu'on lui a cassé les jambes avant de la conduire à la potence. C'était la coutume de casser les jambes. Brusquement, le bourreau la jette dans le vide. Un cri d'horreur s'élève dans la foule, le corps balance au bout de la corde, quelques soubresauts, puis la pauvre Angélique meurt. C'en en est fini. Non, pas tout à fait, c'est pas fini. Pour en finir avec la sentence, le bourreau décroche la pendue qu'il dépose sur un bûcher. Après, il va répandre ses cendres froides aux 4 vents. C'est une dure journée, n'est-ce pas, pour ce bourreau, ce tortionnaire, qui le matin même soumettait l'accusée à la torture en lui brisant les jambes pour qu'elle avoue son crime. C'était quoi son crime? On l'accusait d'avoir mis le feu au Vieux-Montréal. Alors, si vous trouvez que la peine était sévère, dites-vous que ça aurait pu être encore pire, puisqu'on l'avait d'abord condamnée à avoir une main tranchée, puis elle devait être brûlée vive sur un bûcher. On est au Moyen-Âge, même si le Moyen-Âge est terminé. Et en cette fin de la première journée de l'été 1734, il reste donc plus que des cendres de cette jeune femme que ses maîtres avaient baptisée Marie-Joseph, mais on la surnommait Angélique. J'ai bien dit ses maîtres, parce qu'Angélique était une esclave noire, propriété de Madame Thérèse de Coigne, la veuve du dynamique entrepreneur fondateur des Forges du Saint-Maurice, François Poulain de Francheville. Mais avant de vous conter l'histoire d'Angélique, parlons d'abord de l'esclavage chez nous, en Nouvelle-France. L'historien Marcel Trudel en parle, il a été le premier à traiter le sujet d'ailleurs, dans son livre publié en 1990, « 2 siècles d'esclavage au Québec ». Il a ouvert la voie, lui, à d'autres historiens comme Frank Mackay, qui a publié récemment aux éditions Urtubise « L'esclavage et les Noirs à Montréal de 1760 à 1840 ». Lui, pour Mackay, c'est plutôt l'esclavage sous le régime britannique. Mais retenons que c'est vers 1800 que l'esclavage prendra fin à Montréal et à Québec aussi, et que l'Empire britannique va abolir officiellement l'esclavage dans ses colonies. Précisons qu'un esclave n'a aucune liberté, ne possède rien, n'a pas de propriété, il est dépendant de son maître et est réduit à l'état de bête, si on veut. Il est l'équivalent d'un bien, quoi, comme un chien de nos jours quand on pense qu'on n'a pas changé de code civil à ce sujet. Alors, il est comme un meuble, une marchandise, que le maître peut vendre ou échanger selon son gré. Et combien y a-t-il eu d'esclaves chez nous, en Nouvelle-France ou au Canada? D'où venaient-ils? Qui étaient-ils?
Ah ben, il y a des historiens qui se sont penchés là-dessus, dont Denise Beaugrand-Champagne en a parlé passablement dans des émissions. On estime que plusieurs millions d'Africains ont été arrachés à leur continent et réduits à l'esclavage. On allait les chercher au Libéria, notamment au Sénégal, entre autres aussi, et puis on les réduisait à l'esclavage pour les faire travailler dans des mines, des plantations du Nouveau Monde, qui comprenaient alors l'Amérique du Nord et du Sud et l'Océanie. Le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre et la France ont tous fait la traite des Noirs. La France avait des esclaves dans ses plantations de canne à sucre, aux Antilles, en Louisiane. Et à cause du nombre croissant d'esclaves et de possibles révoltes, là, Louis XIV va faire dresser un code noir qui va réglementer la vie des esclaves et leur apporter, en tout cas, des relations différentes avec leurs maîtres. Mais ce code n'avait pas d'utilité en Nouvelle-France, où il y avait peu d'esclaves chez nous. Mais c'est à la demande du gouverneur Brisé de Denonville et de l'intendant Champigny que le roi Louis XIV autorise l'envoi d'esclaves en 1689 au Canada. Mais il jugeait la demande plutôt absurde et voyant mal comment des esclaves d'Afrique des Noirs pourraient survivre au froid et aux hivers rigoureux. Il avait raison. Il refusa catégoriquement d'investir dans l'envoi de bateaux négriers. Donc, dans le fond, Louis XIV était assez visionnaire quant à la géographie, quoi. De leur côté, les mieux nantis de la colonie désiraient des esclaves noirs pour, combler un manque de domestiques, faire le lavage, l'entretien de la maison, la cuisine, réparer les étables, etc. Et on avait eu des esclaves amérindiens, les Panis, qui venaient de la Louisiane, mais on avait de la difficulté avec eux pour les travaux des champs parce qu'ils n'étaient pas habitués, et la traite des fourrures n'était pas habituée au froid, ces Indiens qui venaient de la Louisiane. Alors l'intendant Raudot, en 1709, lui va officialiser l'esclavage au Canada. Imaginez-vous. Il écrit que tous les panis et nègres qui ont été achetés et qui le seront par la suite appartiendront en pleine propriété à ceux qui les ont achetés. Et ceux qui aideront les esclaves à fuir seront mis à l'amende. Il ajoute, il n'y a pas d'esclavage en France, il en va autrement dans ces colonies. Pour le développement, c'est essentiel. Et la Nouvelle-France, étant une colonie, elle a besoin d'esclaves pour combler son manque de main-d'œuvre, en tout cas. Alors, c'est clair, hein? Quelques années plus tard, alors que la population de la Nouvelle-France est à peine 20 000, qu'on manque de monde, l'intendant Bégon réclame une cargaison de 200 Noirs. Il explique que des communautés religieuses, des fonctionnaires, des habitants sont prêts à les acheter à un prix fort s'il le faut pour combler le manque de main-d'œuvre. Le roi est plutôt sourd à tout ça. La noblesse canadienne devra se contenter de l'achat de noirs volés aux colons anglais. On se volait, parce que c'était un meuble, après tout, un noir. Alors, on volait aux colons anglais des noirs. Et aussi, les Amérindiens, on les envoyait voler des noirs. Ils vont en faire un trafic. Et puis, le marché clandestin avec les Anglais va se développer. Et à Montréal, en 1692, un premier noir a été inscrit au registre des baptêmes le 24 mai. Son nom est Louis. Il a 26 ans, il vient de Madagascar. Et il appartient au seigneur de Terrebonne. On appelait cette terre Terrebonne justement parce qu'elle était bonne. Cette terre est généreuse. Si l'esclavage au Canada n'a pas l'ampleur de ce qui existait dans les colonies de Nouvelle-Angleterre ou dans les Antilles, dans les Caraïbes, c'est parce qu'en Nouvelle-France, on pratique une agriculture de survie et que la traite des fourrures, l'activité économique principale, ne se prête pas à ce genre de commerce. En fait, seules les élites politiques, religieuses et marchandes expriment un besoin d'avoir un boy, comme on l'appelait. C'était un luxe, quoi. Non seulement un esclave coûte cher, mais il faut le former au travail, le nourrir, l'habiller, le soigner. Les esclaves de la vallée du Saint-Laurent
se retrouvent majoritairement à Montréal, puis il y en a à Québec, puis à Trois-Rivières. Les Noirs accomplissent des travaux domestiques, ils gardent les enfants, entretiennent la maison, la cuisine. Certains sont formés par leur maître, deviendront carrément des charpentiers, des forgerons, des marins. Tandis que les panisses, eux, travaillent sur la terre et participent à la traite des fourrures. Ce sont des Indiens. Ils ont ça dans le sang. Mais revenons à Angélique, dont je vous parlais au tout début, qui a été pendue. Elle était esclave chez une des familles les plus riches de la colonie, les Poulains de Francheville. Elle venait du Portugal. Enfin, c'est les Portugais qui l'ont importée en Amérique. Rappelons que ce pays a été le premier, d'ailleurs, à établir ce genre de commerce dégueulasse. Et c'était un commerce plus payant que l'or. On s'imagine, hein? Angélique va être vendue à un marchand flamand, un certain Blek, qui vivait à Fort-Orange, c'est-à-dire en Albanie, et on est dans l'État de New York. Et alors qu'elle a 20 ans, Blek la vend au sieur de Francheville. C'est tout ce qu'on sait de la vie d'Angélique avant son arrivée à Montréal. Et son maître, François Poulain de Francheville, est un gars prospère, riche, un gros bourgeois. Il fait l'approvisionnement et le commerce des fourrures dans les postes de traite éloignés. Il est actif dans la région des Grands Lacs auprès des Indiens Sioux, qui sont nos alliés à cette époque. Tout le monde était les alliés des Français, sauf les Iroquois. De plus, il cultive du blé, du foin, du lin, élève le bétail, il finance des voyages d'exploration, notamment jusqu'au Mississippi, prête de l'argent aux marchands. En un mot, c'était un gars plus que fortuné. Étant seigneur de Saint-Maurice, il entreprend d'exploiter les gisements de fer et fonde les forges du Saint-Maurice, qui entrent en opération en 1733. Mais il va mourir la même année et les forges se développeront sans lui et survivront pendant 50 ans. C'est Gilles Locard qui va avoir l'œil sur les forges plus tard, un gouverneur absolument honnête et dévoué. Sa femme, Thérèse de Coigne, se retrouve veuve et sans enfant. Ils ont une fille. Elle est morte en bas âge. On l'avait prénommée Angélique. La veuve de Francheville n'est pas à plaindre financièrement, mais les créanciers courent quand même après elle. Et grâce à son sens des affaires et ses bonnes relations, elle va s'en tirer jusqu'à sa mort, 29 ans après celle de son mari. Et elle va avoir plusieurs domestiques et des esclaves. Madame habite dans une belle maison en pierre, 2 étages, rue Saint-Paul, au cœur même du centre économique du Vieux-Montréal. D'après Louise de Chêne, dans son livre « Habitants et marchands de Montréal » au 17e siècle, un livre très intéressant que je vous encourage à lire, la colonie du Québec compte à peu près 35 000 habitants et Montréal n'en a que 3 000. Alors, il n'est plus question des esclaves indiens panisses et africains dont on ignore le nombre précis. Mais disons que 50 ans plus tard, en 1784, en régime anglais, on en comptera officiellement 142. C'est pas beaucoup. Bien entendu, les esclaves occupent le dernier rang de cette société et ils sont loin derrière les nobles, les seigneurs, les officiers, les militaires, les marchands. C'est les gens qui sont en bas de l'échelle. Entrée au service des Francheville, Angélique fait la cuisine, le nettoyage, le lavage, les courses. 5 ans après son arrivée, elle va être baptisée Marie-Joseph et surnommée Angélique par ses maîtres, pour rappeler aussi le nom de leur défunte fille. C'est tout de même étonnant l'attitude de l'Église qui accepte de baptiser des personnes rabaissées au niveau des bêtes et des meubles. En janvier 1731, Angélique accouche d'un enfant. Le père est Jacques César, un esclave de la maison voisine. L'enfant s'appellera Eustache, va mourir 1 mois après sa naissance. 1 an plus tard, toujours du même père, elle donnera naissance à des jumeaux qui mourront dans la première année. Aussi bien pour eux, s'ils avaient vécu, ils auraient été esclaves, auraient appartenu au maître de leur mère.
1733, Angélique fait la connaissance de Claude Thibault, homme à tout faire au service de son maître. Thibault est accusé de trafic de sel, ça c'était grave. Une denrée essentielle, à l'époque fortement taxée. Il a été envoyé en exil en Nouvelle-France par la couronne et Angélique en devient follement amoureuse. Alors, plus tard, comme la veuve devait s'absenter pour régler des problèmes de dette de succession, elle confie Angélique et Thibault à son beau-frère. Question de surveiller ces gens-là et voir à ce qu'ils accomplissent ces travaux. Et il arrivait assez souvent quand même, surtout au cours des nuits très froides, qu'on surchauffait les maisons. Le feu va prendre la nuit une première fois à la paillasse d'Angélique qui dormait par terre près du poêle. Elle va être réveillée par la fille des propriétaires, puis un peu plus tard, ce sont les vêtements de Thibault qui vont prendre en feu. Alors c'est à tort que certains affirmeront plus tard que ces feux ont été allumés volontairement par les amoureux. Cependant, le couple a bien planifié de s'enfuir. Hey, écoutez, on ne veut pas se faire accuser, on va être crucifié. C'est qu'Angélique a appris de sa maîtresse qu'elle a été vendue à un fonctionnaire de Québec et qu'elle sera ensuite envoyée aux Antilles. Et là, ça va être bien plus dur à vivre qu'un esclave au Québec. Alors, sa maîtresse ne veut plus d'elle tout d'un coup. Elle n'en peut plus de ses écarts d'indiscipline, ses écarts de conduite, de désobéissance, de ses crises de colère. Elle a donc accepté d'échanger Angélique pour 600 livres de poudre à canon et le fonctionnaire François-Étienne Cugnet en prendra possession au dégel printanier. Alors le couple en fuite est repris 3 semaines plus tard à Châteauguay. Thibault est jeté en prison, Angélique retourne chez ses propriétaires. Malgré l'interdit de sa maîtresse, elle visite son amant en prison. Vous voyez qu'elle était hasardeuse, la belle Angélique. Le 8 avril, Thibault est libéré. Il se rend chez Mme Francheville pour réclamer son dû. Il apprend qu'Angélique sera bientôt envoyée chez son nouveau maître et qu'elle va être transférée dans les Antilles. Ah, là, le couple est désespéré. Angélique supplie sa maîtresse de revenir sur sa décision. Pas question, c'est une affaire réglée. J'ai eu mon argent. 2 jours plus tard, le samedi 10 avril, en début de soirée, à son retour de l'église, Thérèse de Francheville retrouve sa maison en flammes. Et là, le feu se propage rapidement. Il traverse même la rue pour embraser l'Hôtel-Dieu de Jeanne-Mance. En moins de 3 heures, 46 maisons, dont l'Hôtel-Dieu de Jeanne-Mance, le couvent et sa chapelle, vont être réduits en cendres. C'est le centre économique de Montréal qui brûle. Avec les logements, brûlent des entrepôts, des ateliers, les greniers, les boutiques, les réserves de nourriture, les meubles. Incroyable! Montréal est durement frappé, c'est une catastrophe. Selon les voisins, le feu a commencé au grenier chez les Francheville. La rumeur ne tarde pas à courir. C'est l'esclave Angélique, c'est Thibault aussi qui ont mis le feu pour se venger. Madame de Francheville confronte son esclave Angélique. Elle nie tout. Jamais de la vie j'aurais fait ça. Elle jure ne pas être assez folle quand même pour avoir commis un crime semblable. D'ailleurs, des témoins l'ont vu sortir des meubles de la maison. Alors, si elle est l'incendiaire, pourquoi a-t-elle aidé? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas fui carrément? Heureusement, il n'y a aucune perte de vie. Et le gouverneur, M. de Beauharnois, réclame de l'aide financière au roi. Entre-temps, on distribue des marchandises destinées aux militaires, conservées dans les magasins du roi. On distribue des couvertures, de la farine, du blé, des manteaux, de la vaisselle, des ustensiles, mais ça ne suffit pas. Mais c'est mieux que rien quand même. De l'arrestation d'Angélique le 11 avril et sa pendaison le 21 juin, les nouvelles concernant l'incendie de Montréal seront colportées par la rumeur publique parce qu'il n'y avait pas de journaux à l'époque. Alors, tout comme il n'y aurait pas un seul avocat pour défendre Angélique, il n'y en avait pas. Les avocats étaient interdits par le roi, il disait que c'était des gens chicaniers, il n'en voulait pas. Alors, Denise Beaugrand-Champagne le raconte dans son livre « Le procès de Marie-Joseph Angélique », a reconstitué tout le procès dans son livre et à partir d'archives. Elle a également contribué, en collaboration avec Léon Robichaud, à jeter la lumière sur ce cas et en mettant en ligne tous ces documents sur un site
où elle prouve qu'Angélique n'était probablement pas coupable. Une vingtaine de personnes vont témoigner au procès d'Angélique devant le juge Pierre Rimbaud, qui, après 7 ans en poste, préside le plus important procès de sa carrière, et sans doute de l'histoire de Ville-Marie. Et avant d'entendre les témoignages, il a interrogé l'accusé, espérant lui faire avouer son crime et la complicité de son amant Thibault, qui s'est enfui, qu'on cherche et qu'on ne retrouvera jamais, heureusement. Alors, voyez quelle sorte de juge qu'on avait là. Il avait un penchant. Angélique, encore une fois, nie avoir allumé le feu, jure que son amant n'a rien à voir là-dedans. Le témoignage le plus incriminant est celui d'une esclave, Panis, une indienne, qui jure qu'Angélique lui a dit un jour « Je vais me venger, je vais mettre le feu à la maison de ma maîtresse. » C'est incroyable. Un autre témoin viendra dire qu'elle avait confié qu'elle ferait brûler sa maîtresse. Alors tout repose sur ces oui-dire. Personne ne l'a vu allumer le feu, sauf une enfant de 5 ans qui témoignera l'avoir aperçu montant l'escalier vers le grenier avec une pelle contenant des charbons incandescents. Alors, confrontée aux témoins, Angélique les accusera tous de mentir, de nier et de tirer la couverture sur leur bord à eux. Sa maîtresse, d'autres maîtres, des serviteurs, des esclaves, des militaires, des enfants seront entendus par le fameux juge Rimbaud. Bien que le juge prétendra qu'Angélique se contredit, elle ne cédera jamais et clamera son innocence jusqu'à la fin avec des hauts cris. Le 4 juin, après 2 mois de procédure, le juge rend sa sentence. Angélique est coupable. Elle devra faire amende publiquement, aura la main coupée, la main droite, coupée à froid, puis sera enchaînée, brûlée vive sur la place publique, et ses cendres seront jetées aux 4 coins et aux 4 vents. Peut-on imaginer ça encore de nos jours, que ça existait chez nous, ça, dans le vieux Montréal? Cependant, comme tout accusé condamné à une humiliation physique, elle a quand même le droit de faire appel devant le Conseil supérieur à Québec. Siégeant au Conseil, le gouverneur, l'intendant, l'évêque, le procureur général, le greffier des juges, ils sont 11. L'appel est entendu le 12 juin. On prend connaissance des faits. Angélique répète et nie encore son crime. La condamnation demeure. Mais la sentence est modifiée. Pas de main tranchée, elle sera pendue avant d'être brûlée. On s'embarque aussitôt pour Montréal. Quel geste impitoyable, quel jugement autoritaire et irréversible. Enfin, le 21 juin, au matin, Angélique est soumise à la question ordinaire et extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle est torturée pour lui faire avouer son crime. C'est le bourreau, Mathieu Léveillé, un esclave noir lui aussi, condamné pour meurtre en Martinique, qui exécute la sale besogne. On l'a acheté pour occuper ce poste, méprisé par le peuple. La question ordinaire consiste à lui briser les os des genoux pour la faire avouer, et la question extraordinaire à lui briser les os des chevilles. On obtiendra des aveux en lui fracturant les jambes, mais elle refusera d'incriminer son amant. Finalement, elle a tellement de douleur, elle va s'avouer coupable tout en exonérant son amant qui a disparu. On connaît la suite. L'humiliation publique. Traînée dans une charrette qui sert à ramasser les immondices, une charrette à vidange, la demande de pardon devant l'église Notre-Dame, la pendaison, le cadavre jeté au feu et les cendres dispersés aux 4 vents pour que son âme erre éternellement. Incroyable! En résumé, chers auditeurs, les témoins ont expliqué le crime par le comportement d'Angélique les jours précédents de l'incendie. On s'est arrêté que là-dessus sur des qu'en dira-t-on. On dit qu'elle avait toutes les raisons de se venger de sa maîtresse, qui l'avait vendue. Mais ce qui est le plus troublant dans cette histoire, c'est que personne n'a vu l'accusé mettre le feu ou tenter de fuir après son crime.
Au contraire, on l'a vu essayer de sauver les meubles de sa bonne maîtresse qui n'était pas si bonne que ça. Pourquoi ne s'est-elle pas enfuie avec son amant? Le feu peut-il avoir pris dans la cheminée voisine, par exemple? On y faisait cuire des aliments, ce qui n'était pas le cas chez Angélique. Est-ce que son amoureux, qui s'était enfui, a poussé Angélique à mettre le feu? Aurait-il pu témoigner en sa faveur? Enfin, à quelle conclusion arrive Denise Beaugrand-Champagne, qui a fait nombre de recherches là-dessus, et elle a publié un livre passionnant que je vous recommande, Le procès de Marie-Joseph Angélique, et est-elle convaincue de sa culpabilité? Vous allez voir qu'en le lisant, on n'est pas certain. Alors, comme vous voyez, chers amis, voilà tout un récit fort intéressant où je ne comprends pas, tout comme dans le cas de ce ripou qui était le gouverneur Bigot, de la rue de la Friponne, dans le Vieux-Montréal, et cette histoire d'Angélique, ne mériterait-il pas, ces deux sujets, le Bigot et Angélique, une production cinématographique? Nous qui faisons des films, des fois, tellement étrangers à notre vie, et qui serviraient, ce grand écran, à faire de la pédagogie en même temps, tout en transmettant une histoire absolument étourdissante, mais vraie, reliée à nos premières heures de la Nouvelle-France.